Et aujourd'hui, je reçois Antoine et Nicolas. Bonjour les garçons. Bonjour. Eh bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis super contente de vous avoir. Vous êtes créateur du storytelling. Tout à fait. Alors, pour le dire autrement, vous êtes maître dans l'art de raconter son histoire. C'est une très belle façon de le présenter. On valide. Et vous avez créé Vendez votre histoire. Vous nous raconterez qu'est-ce que c'est Tout à fait. et comment on peut travailler avec vous. Et aujourd'hui, on va parler des clés de comment raconter son histoire. Si je vous ai invité, ma voix me lâche, si je vous ai invité, c'est parce que je travaille beaucoup avec des femmes qui ont 40 ans et plus. Ce sont souvent des femmes qui ont des histoires incroyables et qui pensent que ce sont des histoires parfaitement banales qu'elles n'osent pas raconter, qu'elles n'ont peut-être pas les clés pour les rendre captivantes, impactantes. Et je trouve que c'est un grand manque pour nous tous de ne pas écouter ces femmes-là et pour elles de ne pas aller vers cette voie-là parce que cette manière de raconter son histoire est une manière de se l'approprier, de la dépasser et de la faire rayonner. Est-ce que vous Complètement. êtes On d'accord ne avec peut que moi? valider, on ne peut que valider. Mais Jusque-là, on est d'accord. J'aimerais que vous vous présentiez. Antoine, Nicolas, donc vous avez chacun votre histoire et après vous allez nous raconter votre histoire commune, votre aventure que vous êtes en train de vivre. Qui alors, on est-ce a qui a chacun notre envie de histoire. commencer? On a chacun notre histoire, mais en même temps, c'est une histoire commune depuis plus de 10 ans, hein, puisqu'on s'est rencontrés sur les bancs de la fac avec Nico. Donc, c'est une histoire d'amitié qui dure depuis ce moment-là, puisqu'on partageait une même envie, hein, toujours liée à la narration, toujours liée au récit. À la base, nous, on a un parcours d'auteur-scénariste. Depuis qu'on est tout jeune, on veut écrire des romans, des films, et on est plongé là-dedans. On a fait tout un parcours scolaire dans cette optique. Et on s'est rencontrés effectivement sur les bancs de la fac, Nico. Tu te souviens de la fac? C'était bien la fac de Ah cinéma bah à Bordeaux. Qu'est-ce que je c'était me comme souviens de la fac, les fac. garçons? Bah, c'était une licence cinéma. On s'est rencontrés là. Moi, j'avais fait une année avant, mais dans un cursus totalement différent en économie. J'avais abandonné parce que c'était pas mon truc. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et c'est assez marrant parce que cette amitié, elle a commencé sur une rupture avec le système scolaire. En tout cas, celui qui était proposé à la fac. Parce qu'on est resté respectivement 3 et 6 mois dans cette fac parce qu'on n'avait pas forcément l'alignement. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails évidemment, mais on n'avait pas l'alignement avec ce qui était proposé. Nous, on avait envie de bosser, on avait envie de raconter des histoires, et c'est pas ce qui nous était proposé ici. Donc à un moment Donc donné, même à la bah, on fac est du parti. cinéma, vous n'avez pas trouvé la place pour exploiter votre créativité. Exactement, bah, on était enfermé dans des modèles. Ça va être intéressant aussi de comprendre ça, c'est que on peut toujours s'appuyer sur des structures quand on raconte, et il faut s'appuyer sur des structures, mais à un moment donné, il faut aussi rentrer dans un mouvement. La narration, c'est vivant, ça s'appuie sur plein d'éléments du quotidien, de nos histoires propres, des histoires des autres, et à partir de là, on va commencer finalement à déployer un vrai récit. Et nous, c'est ce qu'on ne trouvait pas dans le cadre qui nous était proposé à la fac. On a commencé à monter des projets de tournage avec des professionnels en dehors. On voulait être sur le terrain. Et puis, on a eu la chance de pouvoir monter à Paris, hein, puisqu'on était originaire du sud de la France. On est monté à Paris, on s'est mis en coloc, on a commencé à démarcher les producteurs. Et puis, on a chacun intégré des écoles de cinéma, là, cette fois très spécialisées. Nico à l'ESTRA et moi-même à l'école de la Cité qui avait été fondée par Luc Besson. Donc, on s'est Oui. retrouvés dans un cadre professionnel entouré de gens qui avaient fait de leur quotidien la narration et les histoires. Et là, on était dans notre bain, on a fait beaucoup de rencontres, on a pu pleinement s'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de cette passion pour les histoires, pour ma part, j'ai eu l'occasion de travailler en tant que chargé de communication dans une société de formation en ligne. Et ça m'a donné le goût du marketing, le goût du message, le goût de la vente. Et en discutant avec Nico, un jour, Nico, il m'a dit, mais ce ne serait pas intéressant, finalement, de proposer aux entreprises ce que toi,
tu sais en tant que scénariste, mais aussi ce que tu as appris en tant que marketeur. Et est-ce qu'il n'y a pas un monde qui peut se réunir entre les deux? Et c'est là qu'est né Vendez votre histoire. C'est là où nous, on a commencé à accompagner des entreprises pour clarifier leur message et mettre le pouvoir des histoires et de la narration au service de la vente de leurs produits ou services. Parce que c'est ça, finalement, qui va aussi faire la différence pour une entreprise, c'est sa capacité à communiquer émotionnellement avec une audience, à communiquer sur ses valeurs, sur son positionnement, sur sa différence, et à raconter un récit dans lequel elle va pouvoir inviter cette entreprise, eh bien, l'audience qu'elle veut pouvoir capter, le client idéal qu'elle veut pouvoir toucher. Et c'est là-dessus qu'on s'est lancé dans cette aventure qui dure maintenant depuis 2017. Donc, C'est assez Vendez votre marrant. histoire était fondée en 2017, c'est ça? C'est ça. Et toi, Nicolas, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de marier l'art de raconter l'histoire avec le marketing? Bah, en fait, je vais même parce que c'est ce que je voulais dire en même temps qu'Antoine le disait, je l'avais jamais, compris comme ça. Tu vois? Des fois, en racontant plein de fois son histoire, on se rend compte encore de certaines clés. Comme quoi, jamais Hem, assez. non, non, mais c'est marrant parce que je te disais tout à l'heure, bah, le côté il y a eu ce point de rupture à la fac et en fait, je pense qu'en bossant ensemble, il y a eu, différents points de rupture dans plein de domaines et des tests qu'on a fait et c'est marrant parce que peut-être plus Antoine que moi d'ailleurs, mais moi, je me sentais pas du tout prédestiné à l'entrepreneuriat et ces différents points de rupture ont créé cette logique, en fait, à un moment donné, que je pense que tu dois connaître toi aussi d'ailleurs, Julita, dans ton propre parcours, où à un moment donné, tu sens que l'entrepreneuriat et le besoin d'indépendance, bah, il est un petit peu essentiel. Et déjà, cette première étape a été hyper importante. Je ne la formule que maintenant parce que je m'en rends presque compte que maintenant, mais je pense qu'elle a été hyper importante dans notre parcours. Et à un moment donné, c'est ouah, ça dépasse un petit peu la logique, hein. C'est, bah, on discute, on voit toutes ces choses-là et c'est, bah, on a un petit peu les 2 dans les mains. On est là: «Bon, bah, toi, tu fais ça, nous, on fait ça. Bah, est-ce qu'on peut pas essayer de mettre les 2 ensemble?» Et on y réfléchit, on regarde, on voit comment ça s'appréhende et on se dit: «Bah, ouais, en fait, il y a une sorte d'évidence, en fait, dans la vente, qu'elle soit en ligne ou pas d'ailleurs, à, bah, plutôt raconter des histoires que, de vendre froidement, nos produits-services.» Et c'est de là qu'on s'est dit, «Bon bah allez, let's go, on tente l'aventure.» C'est comme ça que sont nés les chocs à pic, quoi. Tu mets du chocolat, tu mets du lait et bam, ça fait. Après, ce qui est intéressant, ce que dit Nico, et ça, il faut le comprendre, c'est peut-être une des premières clés, c'est que la narration et le storytelling, c'est toujours lié à nos parcours en tant qu'être humain. Les histoires, ça fait depuis plus de 2000 ans qu'elles drivent l'humanité. C'est vraiment le cœur même de ce qui fonde les êtres humains. Et ce dont parle Nicolas, c'est une spécificité des récits. On parle souvent de l'appel de l'aventure et de la manière dont le héros va réceptionner cet appel et comment il va y répondre. Et souvent, quand vous regardez un film hein, ou vous lisez un livre, au départ, le héros ne se sent pas prédestiné, il ne se sent pas appelé comme il doit l'être. Le héros n'est jamais vraiment un héros à part entière avant qu'il ne soit embarqué dans l'aventure. Donc au départ, il va dire non, non, c'est pas pour moi, je vais pas aller sauver le monde, je vais pas partir en quête de ça, je vais rester tranquille dans mon quotidien, je veux pas aller là-bas, ça m'appelle pas. Et puis, au bout d'un moment, par la force des choses, et puis parce que il prend conscience qu'il a un rôle à jouer, le héros répond à l'appel et s'embarque dans cette espèce de quête et il va pouvoir là vivre tout un tas de péripéties. Et puis finalement, quand on y réfléchit, c'est un petit peu ce qu'on vit tous à notre manière dans notre parcours de vie. On a toujours un moment donné où on a des opportunités, on a des choix à faire. Parfois on les refuse, parfois on dit non, c'est pas le bon moment, c'est pas pour maintenant. Ou alors on comprend pas finalement la posture qu'on doit adopter. Et puis un jour, on se dit, OK, c'est maintenant, je dois foncer. C'est maintenant, allez, je pose ma dème, je me lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat, allez, je monte ma boîte, allez, je fais ça, allez, je me marie, allez, je me mets avec un tel, une telle. Et puis c'est ça, finalement, qui fait le cœur de la vie et qui fait le cœur des parcours et des récits que nous, on vit chacun au quotidien. J'adore. Déjà parce que quand tu as commencé ton récit, tu as raconté finalement la trame de beaucoup, beaucoup de films. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous propose de mettre en commentaire en quel film vous avez pensé quand Antoine racontait que, au début, le héros ne se sent pas appelé par l'histoire. Moi, j'avais Matrix. Tout à J'avais Néo fait. Ah avec oui, son viens me chercher, complètement. suis le lapin blanc. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Bref, mettez en commentaire quel film vous avez vu, vous. Ensuite, il y a une deuxième chose qui m'est venue, c'est parce que moi, je vous ai connu sur Instagram
Et ce que j'ai adoré, donc tous ceux qui ne vous connaissent pas, allez vite voir, vendez votre histoire sur Insta ou sur LinkedIn. Vous allez découvrir l'univers de Antoine et Nicolas. Et moi, quand je vous ai découvert, j'ai adoré le fait que vous êtes les cynophiles et vous faites des petits tests sans prise de tête, mais on voit votre amour pour tout l'histoire de cinéma. Et ensuite, vous nous démontrez quelque chose qui n'est pas naturel pour nous, des humains tout à fait normaux, c'est que on peut tous raconter notre histoire comme les grands réalisateurs de cinéma racontent leur histoire. Complètement. Et vous faites ce lien, ce pont, qui nous donne envie de vous suivre. Et ça, c'est Bah, si vraiment ça très marche important dans ce ce que tu sens, dis, c'est ouais. top. C'est vraiment très important ce que tu dis parce que quand on a lancé Vendez votre histoire, et c'est encore quelque chose auquel on peut être confronté aujourd'hui avec certaines entreprises, certains entrepreneurs qui peuvent nous solliciter, il y avait cette notion de ouais, c'est sympa le cinéma, c'est sympa les dragons, les fées, les chevaliers, mais c'est pas pour nous. Nous, on est entrepreneurs, on doit vendre des produits ou services. Alors, c'est sympa ce que vous faites, les gars, mais ça nous parle pas. Alors, pour la petite histoire, nous, on a accompagné des grands groupes comme des solopreneurs. On a travaillé avec des grands groupes pharmaceutiques comme Sanofi et on a accompagné la personne qui se lance et qui fait du coaching en ligne toute seule depuis sa chambre, entre guillemets. Et chacun de ces domaines, quel que soit en fait l'entrepreneur qui venait vers nous, avait finalement un récit à tirer de son propre parcours. Et c'est vrai qu'il y a toujours une histoire à raconter. Il y a toujours une histoire à raconter et on peut la raconter de la bonne façon, c'est-à-dire de la façon qui captive. Parce que c'est ça, la bonne façon de raconter une histoire. C'est le seul critère qui compte. Il n'y a pas, oui, cette histoire elle est meilleure qu'une autre parce qu'il y a tel élément, tel élément. Non, c'est est-ce que l'histoire captive ou est-ce qu'elle captive pas. C'est finalement ça qu'on retient à terme pour se dire j'ai été emporté par un récit ou j'ai pas été emporté. Est-ce que je captive ou est-ce que je captive pas. Nicolas, c'est quoi les bons facteurs d'une histoire captivante? Je voulais juste te rebondir sur un point que tu as dit tout à l'heure que je trouve hyper intéressant et promis, je te réponds après. Mais tu as dit, pour nous, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Et en fait, j'aurais dire, est-ce que c'est pas qu'on a perdu ce naturel alors qu'il est à la base? Moi, je Ouais, c'est pense vrai. que à la base, raconter, tu sais, on en parle. Et là, franchement, je fais même pas c'est même pas pour juste vendre ma cam, comme on dit. C'est que vraiment, bah, Antoine le disait, depuis 2000, peut-être même 3000 ans, les histoires, elles existent et elles sont là pour transmettre des informations. Donc en fait, c'est naturel, les histoires, et c'est des choses qui sont très ancrées. N'hésitez pas, ceux qui ont envie vraiment d'approfondir la narration, de lire Joseph Campbell, Le héros au mille et un visages, parce que c'est hyper intéressant, parce que lui fait vraiment le rapport, il est énormément sur le côté mythologique du héros et de ce que ça apporte, et c'est extrêmement psychologique, en fait, les histoires et tout ce que tu vas tisser finalement dans la narration. Tout ça est très psychologique et c'est lié à énormément de culture, énormément de religion. Toutes ces choses-là se recoupent. Et en fait, c'est beaucoup plus naturel de raconter des histoires normalement que de simplement vendre un produit-service. C'était Mm. ce que je voulais ajouter par rapport à ce côté naturel. Et en fait, par rapport au côté histoire, et on reviendra sûrement dessus après, c'est que souvent les gens, en effet, vont être dans le rapport de ah, mais moi, j'ai pas une histoire intéressante, mais il y a peut-être une seule chose à retenir par rapport à ça, c'est que ce qui compte presque, c'est pas l'histoire, mais c'est comment on va la structurer. Mm. Et c'est souvent ici que repose le vrai secret, parce qu'une personne qui ne sait pas raconter son histoire, il peut bien avoir vécu des aventures incroyables, mais s'il ne sait pas la structurer, bah on peut s'ennuyer devant. On peut s'ennuyer, on peut trouver ça complètement incohérent, complètement non crédible par rapport à ce qu'elle racontait, alors qu'une personne, et c'était un de mes professeurs à l'ESRA qui racontait ça, il disait, tu peux aujourd'hui raconter l'histoire de quelqu'un qui va acheter une baguette et la rendre captivante. Parce qu'en Mm. fait, tu vas mettre en place tous les éléments qui font que, narrativement parlant, tu es captivé par l'histoire, parce que tu as envie de connaître la suite, tu t'identifies au personnage, et finalement, tout le rouage d'une simple histoire se met en place, et ce qui fait le succès de Star Wars peut faire le succès de cette personne qui va s'acheter une baguette du moment où tu sais la structurer. Donc,
Nous, les éléments qu'on aime bien mettre en avant bon, parce qu'en fait, c'est le fondement des histoires. Tu parlais des films, des séries, des livres, toutes les histoires fonctionnent là-dessus. Ce que nous, on a synthétisé aujourd'hui dans ce qu'on appelle le scénario de communication, c'est un héros, a un problème, il rencontre un mentor qui lui donne une arme magique pour éviter l'échec et rencontrer le succès. Cette structure-là, elle s'adapte à tout et n'importe quoi du moment où tu as à cœur, évidemment, de mettre une approche narrative. Je laisserai les personnes qui nous écoutent faire ce test. Pensez en effet à votre film, à votre histoire préférée, et vous essayez juste de regarder à quel point ça entre là-dedans. A priori, à part les mauvaises histoires, parce qu'il en existe, tout rentre dans ce schéma-là et cette structure-là. C'est vraiment Ouais. une clé très puissante, hein, cette structure, donc avec ces piliers que sont le héros, le mentor, l'arme magique, l'échec versus le succès. Et faites le jeu, effectivement, de regarder les films, les livres que vous aimez. Vous avez toujours un héros qui a un problème et qui part en quête de quelque chose, hein, une solution. Il va rencontrer quelqu'un qui va l'aider dans ce cheminement, quelqu'un qui va lui donner une arme. Alors cette arme, ça peut être une arme, une épée, hein, ça peut être Excalibur, mais ça peut être aussi un plan d'action pour, d'un côté, éviter que la situation s'empire et de l'autre, atteindre un nouvel équilibre, triompher du mal, rétablir la paix, ou alors tout simplement vivre une meilleure vie. Parce que cette structure, elle s'adapte dans les récits qu'on aime, mais vous la retrouvez dans toutes les grandes stratégies de communication des meilleures marques et les marques que vous aimez aussi. Ces marques, elles ont exactement le même plan. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut réadapter les symboles des histoires à notre communication d'entreprise, à notre communication d'entrepreneur. Et ça passe aussi par la compréhension que le héros, c'est qui dans le cadre d'une entreprise? C'est notre client idéal. Le mentor, c'est qui dans le discours d'une entreprise? Eh bien, c'est le porte-parole de la marque, c'est l'entreprise en tant que telle. L'arme magique, c'est quoi? C'est le produit ou service qu'on vend. Et l'échec, c'est la situation de notre client qui n'évolue pas, qui empire. Et le succès, c'est la transformation que notre client veut obtenir. Et quand vous comprenez ces symboles-là, vous comprenez que vous pouvez communiquer de manière narrative avec votre audience. C'est effectivement très puissant. Euh, Qu'est-ce que vous direz d'ajouter deux autres facteurs et les développer? C'est la clarté de de la narration et l'engagement. Ah, complètement. En fait, c'est peut-être quelque chose qui est sous-estimé quand on parle de raconter. Euh, c'est que raconter une histoire, c'est toujours un exercice de clarté. C'est même plus un exercice de clarté qu'un exercice d'imagination. Et ça, il faut le comprendre aussi parce que cette histoire, qu'elle ait un but de divertissement hein, dans le cadre de la fiction ou qu'elle ait un but commercial, l'histoire, elle a toujours pour vocation de vendre une morale, une idée, une prise de conscience, quelle que soit l'histoire. Alors, soit à la fin, on te vend un produit ou service, hein, c'est le but de l'histoire qu'on te raconte, soit on te vend une morale, quelque chose qui va te faire évoluer en tant qu'être humain. Et c'est ça la clé des récits, et c'est ça qui fait le lien aussi dans n'importe quelle manière de raconter. À partir de là, pour arriver à proposer cette idée, cette morale, il va falloir faire preuve d'énormément de clarté. Une histoire où on ne comprend pas les enjeux, on ne comprend pas la dynamique des personnages, on ne comprend pas ce qu'on doit obtenir, on n'a pas les tenants et les aboutissants vraiment puissants du récit. Hein. On ne sait pas ce qu'on doit éviter, ce qu'on risque si on n'avance pas, on ne sait pas ce qu'on obtient si on arrive à triompher des épreuves, on ne sait pas vraiment quels sont nos adversaires, qui sont nos alliés, on ne comprend pas ce que le personnage y fait ou pourquoi il réfléchit comme ça. Et ben ça, c'est typiquement une histoire qui va créer de la confusion hein, par son manque de clarté, qui va créer du scepticisme. Ça vous est Mm. sûrement déjà arrivé devant des récits de vous dire ouais mais ça j'y crois pas. Alors je vous le dis pour tous celles et ceux qui nous écoutent, quand vous regardez un film et que vous dites ouais mais ça j'y crois pas, c'est pas crédible, c'est pas parce que l'action n'est pas crédible, c'est parce qu'elle est mal structurée et qu'elle n'est pas cohérente. Ça a jamais posé problème de voir Harry Potter sortir sa baguette et lancer un sort. Il n'y a jamais personne qui a dit oh mais j'y crois pas à ce qu'il lance un sort avec sa baguette. Alors que c'est complètement impossible. On est d'accord. A priori, dans la vraie vie, personne n'a croisé de magicien qui sort une baguette et qui lance un sort.
Mais on y croit parce que c'est cohérent. On y croit parce que c'est clair, parce que le récit est bien construit, parce qu'on peut vraiment s'attacher au personnage et parce que l'univers, lui, est bâti sur des règles auxquelles on peut adhérer, et qu'on peut comprendre, qu'on peut intellectualiser et dans lesquelles on peut se sentir à l'aise. Et ça, c'est vraiment très important aussi à saisir quand on bâtit un récit et quand on veut avoir derrière une histoire qui captive et qui engage. Donc, C'est éviter marrant. absolument ce scepticisme. Non, c'est marrant ce que tu dis, Antoine, par rapport à la clarté et bah, l'impact qu'elle peut avoir aujourd'hui. Je repensais à Jurassic Park. Je sais pas pourquoi ce film en particulier, c'est pas mon film préféré, mais il est quand même excellemment bien fait. Jurassic Park, si tu imagines, tu remets dans le contexte bah, des années 90, et t'as ce film, mais qui commence sur bah, des mecs dans un laboratoire et tu comprends pas trop ce qu'il fait. Tu commences à voir des dinosaures, tu vois des tests et les dinosaures s'échappent et les scientifiques bah, sont un peu perdus, ils s'enfuient. Bah, si tu as cette histoire, il y a de grandes chances, dans le contexte, encore une fois, des années 90, bah, que tu comprennes pas. Tu comprennes pas ce qui se passe, tu t'attaches pas forcément. Tu es là, ouais, il y a les scientifiques, et en plus, il y a des dinosaures, mais comment ça fait? Et bah, du coup, tu es complètement perdu. Et c'est là où tu te rends compte de à quel point c'est important, en effet, par la structure, d'être extrêmement clair. C'est qu'il y a ce processus qui est souvent très régulier dans les films grand public. Tu as une personne, donc en l'occurrence le héros, qui part d'un contexte quotidien qu'on connaît un petit peu tous. Savoir là, c'est Alan Grant, je crois, le héros de Jurassic Park. Et il va être amené en fait par un concours de circonstances à arriver dans ce parc. Ce parc, évidemment, il est sceptique. Il est sceptique parce qu'on lui a quand même dit qu'apparemment il y avait des dinosaures. On n'y croit pas. Nous, spectateurs, on n'y croit pas. Le héros n'y croit pas non plus. Et là, il y a cette scène qui, je pense, est vraiment décisive et c'est des moments extrêmement importants. C'est qu'ils vont arriver dans cette salle qui ressemble un petit peu à un parc d'attractions où ils sont assis et ils vont avoir la petite barre métallique qui va les protéger. Et va se lancer un programme présenté donc avant de rentrer dans le parc d'attractions qui va expliquer tout le processus qui a permis en fait de cloner plus ou moins des dinosaures. Et à partir de là, tu as une information, elle est posée bah, de manière claire, simple et précise, qui explique comment c'est crédible. Et un petit peu plus tard dans l'histoire, là, tu vas arriver ce moment, ce plan qui est culte, je pense, dans le cinéma, où ils sont en train de rouler dans un des enclos, et là, ils s'arrêtent. C'est notamment c'est Laura Dern qui joue sa femme, si je dis pas de bêtises, qui lui dit d'arrêter, qui lui tape sur la tête, et les deux se lèvent, et là, ils tournent la tête sur la gauche, et tu vois un dinosaure. Donc là, tu as tout un processus de mise en place et d'informations extrêmement précises qui, bah, te permet de t'identifier à ce personnage qui n'y croit pas, mais qui va avoir au fur et à mesure toutes les informations pour rendre cette histoire crédible et claire. Parce que tu sais comment est-ce que c'est possible de faire revenir des dinosaures à la vie, et à la fin, tu as toutes les informations pour les voir et te dire ah ouais, en fait, c'est vrai. Et là, tout d'un coup, tu crois, il y a des dinosaures qui ont été réincarnés. Et c'est vraiment, je trouve, ce processus qui permet de pleinement comprendre pourquoi la clarté est hyper importante, parce qu'évidemment, là, on parle d'un film, mais c'est pareil pour une communication d'entreprise qui, à terme, doit rendre crédible bah, ce qu'elle va proposer et ce que ça peut apporter à son audience. Et Merci ça, beaucoup pour ces précisions sur la clarté. Moi, j'aimerais amener un autre angle de la clarté. Antoine, toi, tu nous as bien expliqué l'importance de la clarté par rapport à l'enjeu marketing. Nicolas, tu nous as démontré en plus que toutes les grands du cinéma se servent pour avoir une cohérence de message et avoir la confiance du public finalement. Et moi, j'aimerais vous amener sur le terrain que quand on travaille la clarté de son propre histoire, on a la clarté pour nous-mêmes, sans même encore parler du produit, du client. C'est qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je le fais? Et pourquoi je serais prêt à vivre des misères? Parce qu'on connaît la dureté d'une vie d'entrepreneur. Pourquoi je serais prêt à m'engager sur ce terrain-là? Euh, Parce que j'ai compris ce qui m'anime. oui, le travail autour de la définition de ce qui nous motive, de ce qui nous définit,
de comment on peut raconter son propre parcours, son propre récit, c'est un travail qui est directement lié à cette recherche de clarté, de clarification et à la compréhension de ce qui fait le moteur d'engagement d'un récit. Euh, Parce que se réapproprier sa propre histoire, son propre parcours, c'est effectivement se poser la question du pourquoi, de comprendre la réelle motivation qu'est la nôtre, de comprendre le déclic initial qui nous a amenés dans telle aventure, et de comprendre cette bascule qui est le cœur même de toute narration bien pensée, c'est qu'on voit toujours un récit qui nous est présenté, qui nous est raconté, mais il y a toujours un avant, il y a toujours un après. Et les bonnes histoires ne s'arrêtent jamais, mais elles ont toujours un récit qui les précède. Et dans le cas où on prend la parole, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de contenu, où on veut créer du personal branding, une marque personnelle autour de soi, où on veut partager son propre parcours, il faut comprendre la posture qu'on adopte. À un moment donné, on est le héros de notre propre histoire, on va raconter ce qui nous a d'abord plongé dans l'aventure, les défis qu'on a relevés, les enseignements qu'on a pu tirer. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le passage de flambeau, c'est-à-dire le moment où en tant qu'entrepreneur, créateur de contenu, marque personnelle, on peut dire, voilà, j'en suis arrivé là, et maintenant je vous cède la place à vous, mon audience, ma cible, et vous allez devenir maintenant les héros de mon propre récit. Et ça, c'est une transition qui permet aussi de se réapproprier beaucoup de sens. Parce que les histoires, c'est ça, c'est du sens. C'est savoir effectivement où est-ce qu'on veut amener nos personnages, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui motive, quel est le moteur de toute cette narration. Et à partir de là, quand on met du sens dans ce qu'on raconte, quand on se pose les bonnes questions, hein, quand on arrive à définir les bons angles, eh ben, on se réapproprie effectivement déjà beaucoup de choses dans son propre positionnement en tant qu'être humain, puis en tant qu'entreprise, et on donne énormément de clarté, encore une fois, à ce qu'on veut délivrer comme message. Je ne Ce sais que pas si ça j'aimerais répond ajouter, directement à ta c'est question. que toutes ces clés, elles peuvent être utilisées aussi bien dans la construction d'une marque dans sa vision globale, mais ça peut s'adresser aussi à tous ceux qui créent du contenu sur des réseaux sociaux pour chaque post qu'ils écrivent en texte, pour chaque vidéo qu'ils créent, pour le podcast. Et ça peut être pour la prise de parole sur scène, que ce soit un quart d'heure, 20 minutes ou que ce soit 1 heure et demie. En fait, la trame est la même. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'approche fractale des histoires. C'est qu'on a toujours une structure globale qui peut se rapporter à un positionnement type entreprise, hein. On va bâtir l'histoire de la marque. Après, l'entreprise doit produire du contenu pour faire connaître son produit, hein. Donc, ça peut être une vidéo de présentation. Là, on va rattacher sa structure initiale globale à la production de la vidéo. Après, ça peut être une newsletter, ça peut être effectivement une conférence, ça peut être une pub, hein, un affichage. Et à chaque fois, on va utiliser notre structure et on va la ramener au format qu'on veut utiliser. Et c'est là où il faut distinguer le fond et la forme. Il y a Mmh. effectivement la structure qu'on applique. Donc, un héros a un problème, il rencontre un mentor, etc. Cette structure, elle permet de définir un message, la clarté d'un message, sa signification. Et après, on va pouvoir se poser la question de, OK, j'ai ma structure, je sais ce que je dois raconter, quelle forme ça va prendre tout ça? Qu'est-ce que je vais utiliser comme médium? Et ce n'est pas forcément le médium qui dicte l'histoire. Le médium, c'est juste une petite contrainte supplémentaire qu'il faut intégrer. Et parfois, c'est une contrainte bénéfique parce qu'on peut se dire, OK, ben là, j'avais prévu de dire ça comme ça, hein, j'ai ma structure en tête, ben là, je dois le faire en vidéo. Donc, est-ce que je vais faire face caméra? Est-ce que ça va être une vidéo avec un montage, différentes mises en scène? Ou est-ce que je vais rester, on va dire, très simple dans mon dispositif et je vais vraiment parler en me filmant en mode selfie? Est-ce que derrière, je vais faire un post écrit? Est-ce que je vais vraiment utiliser des mots, hein, du texte, et attacher une image fixe à ce poste? Est-ce que ça va être audio? La narration juste sonore n'est pas la même que celle visuelle, mais à chaque fois, on va s'appuyer sur la même structure et on va se poser la question des contraintes éventuelles qu'amène la forme, hein, le médium qu'on va utiliser, quel que soit ce médium.
mais ça, c'est pas forcément le médium qui dicte l'histoire. Et au contraire, nous, on a tendance à recommander à d'abord définir un message et se poser la question du format ensuite. Ce format va Mm. amener potentiellement des éléments auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Je vous donne un exemple, c'est que on peut se dire, voilà, j'ai un super récit à partager, hein, que ce soit un récit personnel ou le récit d'un client, d'une cliente ou le récit d'un produit, d'un service. J'ai plein d'idées par rapport à ça et ça fait sens, ça rentre dans ma structure globale. Sauf que j'ai moins d'une minute pour le raconter dans une story Insta. Et ben ça, c'est des contraintes bénéfiques qui m'obligent à raccourcir et à garder Mm. encore plus l'essentiel de ma trame. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas exploiter toutes mes idées, ça pourra donner lieu à un autre contenu, un deuxième contenu. Et là, c'est ce qu'on va appeler l'exploitation vertueuse des histoires qu'on raconte. C'est qu'à partir de la matière qu'on a posée dans une structure, on va pouvoir tirer non pas un seul contenu, mais un, deux, trois, quatre, cinq, six, autant de contenus qu'on veut à partir des éléments qu'on a pu poser et qu'on souhaite exploiter. Ouais, Donc, on est c'est ce d'accord qui est qu'aujourd'hui, hyper important dans les éléments de format que tu dis là, Antoine, c'est qu'en effet, quand tu prends conscience du médium que tu vas utiliser et que tu retravailles ces éléments-là, c'est bénéfique pour l'histoire que tu racontes, mais aussi pour le support final. Parce qu'on en a vu des personnes qui arrivaient, qui avaient fait l'effort de raconter leur histoire, sauf qu'ils font une vidéo de 4 minutes pour Insta. Et là, tu es obligé de leur dire, mais 4 minutes, c'est dommage parce que ton histoire, elle est peut-être super, mais 4 minutes, t'as pas bien pensé par rapport à ton médium. Parce que sur Insta, une vidéo de 4 minutes, à part si tu as déjà une communauté énorme, et encore j'ai des doutes, ça va pas être pertinent. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est que si tu as réussi à faire 4 minutes, du coup, combien on peut faire de petites vidéos pour que tu puisses diffuser ton histoire sur le long cours? Parce que c'est ce qui va être intéressant avec les réseaux sociaux, c'est pas juste de tout miser sur une vidéo, mais d'être capable à chaque fois d'en dire un petit peu plus dans chaque petit contenu que tu vas proposer. vous accompagnez des gens qui ne connaissent parfois rien en storytelling. Est-ce Complètement. que, Nicolas, tu vois des difficultés ou en tout cas des blocages qui se répètent d'une personne à l'autre, qui sont les plus fréquentes? C'est pas plus mal que tu me poses la question à moi, parce que c'est moi qui accueille les nouveaux clients chez les VH, donc je suis en contact avec eux à chaque fois. Il y en a pas mal. Il y a jamais personne, et en effet, tout le monde a un minimum de connaissances du storytelling, au moins dans l'idée ou au moins dans des tests qu'ils ont pu effectuer. Par contre, ce qui est intéressant, il y en a pas mal, mais je vais me concentrer sur vraiment une problématique que j'ai rencontrée parce que je trouve qu'elle est extrêmement parlante. C'était une personne qui avait donc son compte Instagram et elle avait développé, je pense inconsciemment, une forme de storytelling. Elle lançait sa savonnerie artisanale. Elle avait 10 000 abonnés. C'est quand même pas mal. Hmm. Elle a commencé à vendre. Elle a fait 0 € de chiffre d'affaires. Mhm. Pourquoi? Et c'est là où on arrive dans, je pense, un des éléments, je vais pas dire un des éléments clés parce qu'on en a dit pas mal, mais c'est, on va dire un des fondements cachés presque du storytelling, c'est la cohérence de l'histoire que tu vas raconter. Et c'est qu'en fait, elle avait bâti sa communauté sur une histoire, avec finalement un scénario de communication qui correspondait à cette audience qui était là pour se divertir et qui avait envie de suivre ses aventures et qui avait envie de voir ce qu'elle allait mettre en place en tant qu'entrepreneur. Sauf que cette audience, elle était là uniquement pour se divertir. Donc quand tu lui dis, bon maintenant que j'ai fait ma savonnerie artisanale, j'aimerais bien vendre mes savons, elle est un petit peu là, ah bah ouais mais moi j'étais pas là pour ça. C'est un petit Moi, peu je veux comme pas de si, savon, je veux des bah histoires. exactement, et c'est un petit peu comme si demain je vais au cinéma, je vais voir Star Wars, moi je parlerai tout le temps de Star Wars parce que c'est mon film culte numéro un. T'arrives, tu vas voir Star Wars au cinéma, et là en plein milieu, il y a quelqu'un qui sort et qui te dit, est-ce que tu veux acheter un sable laser? Bon, bah ouais, mais attends, moi j'étais déjà là pour voir le film. Alors peut-être qu'il peut me le proposer après. Ça, par contre, je dis pas, peut-être que je le ferai. Mais pas en plein milieu du film, parce qu'à la base, c'était pas l'acte premier que j'étais en train de faire. Et c'est un petit peu pareil sur les réseaux et c'est extrêmement important de faire attention à cette erreur parce qu'en plus on a beaucoup d'influence, on voit beaucoup de choses, beaucoup de conseils différents. Il y en a qui parlent de storytelling mais ils en parlent d'une manière où c'est uniquement centré sur notre histoire personnelle. Mais encore une fois, comme nous on essaye de beaucoup démystifier cette approche, le storytelling c'est raconter une histoire globale dans laquelle le héros c'est le client final. Donc c'est hyper important ces éléments d'être au plus clair dessus pour éviter finalement de raconter la mauvaise histoire parce que la mauvaise histoire tu peux la raconter pendant très longtemps. Et passer un an à construire une communauté sur Instagram qui n'a pas compris l'histoire que tu voulais lui raconter,
bah, ça fait mal à plusieurs niveaux. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, je pense, une des pires erreurs finalement à commettre en termes de communication, parce que là, tu perds du temps, tu perds de l'argent, et à la fin, tu perds énormément de motivation. Parce que ce travail-là, Et c'est quoi les a priori, j'appelle ça en coach de dev perso des croyances limitantes que, que vous voyez quand les gens arrivent, vous leur proposez, j'imagine, des solutions, des programmes, une trame, et ils disent: «Ah non, ça, je peux pas». bah, Je je pense réponds qu'il à y a, une partie, Antoine. ouais, Je suis encore dans les appels que je peux mener et les clients qu'on accompagne. Je te laisserai après compléter. vas-y, vas-y. Euh, en fait, il y en a évidemment pas mal. Il y a celui que tu nous as évoqué très rapidement, le côté, moi, raconter mon histoire, c'est compliqué, je sais pas quoi dire, ou en effet, j'ai rien vécu d'exceptionnel. Donc ça, c'est la première partie où nous, on doit un petit peu, là aussi, des- bah, démystifier ce côté, bah, t'as pas besoin d'avoir monté l'Everest pour avoir quelque chose à raconter. Tu peux raconter des choses beaucoup plus simples, parce qu'encore une fois, ce qui compte, bah, c'est l'histoire qui va faire sens pour ton client final. Donc ça, c'est un des premiers éléments qu'il est hyper important de changer. Et après, il y a ceux qui pensent avoir utilisé le storytelling. J'ai un exemple assez atypique, on va dire. C'est une personne avec qui j'ai échangé récemment sur Insta qui aide les personnes, oui, accrochez-vous bien, qui aide les personnes qui ont été infidèles à se reconstruire en amour. D'accord. Et donc ce coach, lui pensait avoir utilisé le storytelling. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a énormément utilisé son histoire personnelle. Parce que voilà, à un moment donné, il s'est lancé dans le coaching parce qu'il avait lui-même vécu cette situation, il en était sorti, donc il avait voulu mettre en place une approche qui lui permettait finalement d'accompagner les autres. La problématique de ça, et là il est en fait en plein dedans, c'est que en s'étant appuyé uniquement sur son histoire personnelle, bah, au bout d'un moment, déjà, tu te rends compte que bah, c'est pas tout le temps la même chose, les gens, ce qu'ils ont vécu en face. C'est pas forcément réplicable à tout le monde. Il y a des gens qui ont vécu telle infidélité, d'autres telle infidélité, etc. Il y a plein d'histoires qui sont uniques à chaque personne qui a vécu cette situation. Donc déjà, il peut y avoir ce problème d'alignement. Et donc, comment ça se traduit? Bah, c'est qu'il a du mal à convertir. Et après, il y en a un deuxième dont j'avais pas eu tout le temps conscience, mais qui je pense est extrêmement douloureux, surtout dans une situation comme la sienne, bah, c'est qu'il se ramenait tout le temps son histoire en pleine figure. Et c'est Mm. qu'à chaque fois qu'il devait communiquer, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il en reparle, il en reparle, il en reparle. Et ça évoque des choses que je n'aborderai pas ici, mais qui sont extrêmement douloureuses pour lui, parce que c'est des choses presque familiales, en fait, tout ce qu'il a vécu et son rapport à ce sujet-là. Et donc, c'est là où tu te dis, donc là, la mauvaise voie a été prise, mais en plus, il y a eu une insistance quelque part dessus, parce que c'est un business qui s'est construit sur plusieurs années. Donc ça fait vraiment partie des deux éléments où il faut faire extrêmement attention quand on Moi, aborde cette j'appelle ça stratégie-là. de devenir victime de sa propre histoire. Mm. Et comme tu dis, à chaque fois qu'on la raconte, inconsciemment, on se met en posture de celui qui n'a pas dépassé certaines choses. Et Oui, je l'ai vécu moi-même parce que moi, je racontais l'histoire que je suis, polonaise, donc expatriée en France, bon, je vis en France depuis 20 ans et que j'ai toujours eu, du mal à prendre, vraiment la parole, même si le fond y est, parce que je me racontais que j'ai pas le bon accent, pas la bonne tête, les maladresses en français et cetera et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte, assez rapidement, heureusement, que aussi longtemps que je raconte cette histoire, pour expliquer aux gens pourquoi finalement j'étais poussée à prendre, la parole, je me ramène dans cette zone où je me sens pas légitime. oui, 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 je comprends complètement. Et à un moment donné, il y a quelques années, je me souviens, j'ai raconté encore une petite anecdote et j'ai dit: «C'est la dernière fois que je la raconte parce que maintenant c'est terminé». Ça, Mais c'est Ah, mais mais c'est mais oui, oui, c'est très précieux que tu racontes ça parce qu'effectivement, c'est tellement on se dit: «C'est personnel, c'est intéressant, je le raconte, je suis engagée». On a tous les éléments d'un bon storytelling finalement tout à fait. et on tombe dans le piège facilement. Alors, il y a des petites clés pour éviter ce type d'écueil et pour essayer
de pas justement, comme tu l'as bien dit, tomber dans le piège et être victime de sa propre histoire. Les clés que nous on recommande, c'est une approche très simple. D'abord, bien définir quel est son objectif à soi, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on est en train de construire une activité? Est-ce qu'on est en train de construire une communauté? Est-ce qu'on est en train de construire une marque? Et essayer de creuser pour avoir le plus de visibilité sur l'objectif qu'on veut atteindre. Ça, c'est la première étape, savoir qu'est-ce qu'on veut. La deuxième étape, c'est se dire, OK, c'est quoi les besoins de ma cible? Les gens qu'on veut aller chercher, l'audience qu'on veut aller toucher. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce Mm. qu'elle veut connaître? Qu'est-ce qu'elle veut vivre? Qu'est-ce qu'elle veut résoudre? Et on essaye de faire le lien entre notre objectif et les besoins de notre cible. Et à partir des liens qu'on peut faire, on peut commencer à dégager un arc narratif. On va exclure des éléments qui étaient vraiment propres à nous, mais qui ne rencontrent aucun écho dans les besoins de notre cible. On va exclure des besoins de notre cible, mais qui ne rencontrent aucun écho dans notre propre objectif. Et on va garder uniquement ce qui fait sens entre les deux, qui fait vraiment le lien entre, OK, moi je veux atteindre ça d'un côté, et ça, ce sont les besoins de ma cible de l'autre. Il y a une connexion que je vois et que je visualise. Je vois que mon objectif peut répondre aux besoins de mon audience, donc je vais pouvoir l'intégrer dans mon récit final. Mm. Et à partir de là, on peut aussi comprendre, avec une image très simple aussi, hein, c'est que quand on regarde un film, quand on lit un livre, on ne voit pas tous les détails du récit qui entoure chaque personnage. On n'a pas de sa naissance à sa mort au moment où on lit le livre ou on voit le film. On a juste les moments que nous, on appelle signifiants, quand ça fait Mm. sens, pour l'intrigue. Donc en fait, le questionnement est toujours le même, c'est quel est l'objectif de l'histoire qu'on raconte et quels sont les besoins de l'audience qu'on va aller toucher. L'audience d'un film, elle n'a pas besoin de savoir que Luke Skywalker, Harry Potter ou Neo, quand ils avaient 3 ans, ils ont perdu une dent ou ils se sont cognés contre un meuble. Bon, bah, ça, on s'en fiche concrètement. Par contre, ils ont besoin de savoir les enjeux du personnage pour pouvoir s'y attacher émotionnellement. C'est exactement pareil dans le récit d'une marque, d'un créateur de contenu ou d'une entreprise. Qu'est-ce qui fait sens dans l'histoire personnelle du fondateur, de la fondatrice, pour pouvoir partager ça à l'audience? Et c'est là où on va se dire, OK, peut-être que je racontais tout le temps cet épisode-là de ma vie pour connecter émotionnellement avec mon audience, mais peut-être qu'en fait, ça me faisait plus de bien à moi et ça ne trouvait pas forcément d'écho dans les besoins de mon audience. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de le raconter? Non. Par contre, tel élément de ma vie, j'en parlais jamais. Je n'en parlais jamais, je ne le mentionnais pas. Par contre, ça fait vraiment écho à un besoin de mon audience et mon audience a envie de savoir ça. Donc, il faut que je le raconte absolument. Et c'est là où on va pouvoir ajuster le récit personnel de l'entrepreneur et de l'entreprise. J'ai un Mais exemple c'est parfait de ce que tu racontes. La semaine dernière, j'étais en atelier avec des femmes qui travaillaient leur discours, leur pitch. Et j'avais donc une femme qui a fondé une boutique de produits naturels. Et donc, je lui ai dit: «Vas-y, présente» et elle nous a raconté, l'âge, où elle vit, qu'elle est, de métiers, mandataire, judiciaire et cetera et cetera. Je dis: «OK, c'est très bien, mais après ça?» Et donc on a fait des exercices et à la fin, elle sort une histoire en disant: «Beh, moi j'étais malade, j'étais paralysée du visage, je cherchais des produits naturels, je suis originaire de Guadeloupe, ma grand-mère s'est toujours servie» et cetera et cetera. Et je lui pose la question: «Mais pourquoi tu racontes pas cette histoire-là?» Elle me dit: «Ah ben je veux pas ennuyer le celui qui écoute». D'accord, donc tu nous sors que tu es mandataire judiciaire de trucs, mais tu veux pas. Donc c'est vraiment c'est que à l'école, on a appris à se présenter Oui, et souvent quand on dit pitch ou présente-toi, en fait, on sort un CV. c'est Vous ça. avez C'est ça. ça? Ah ben ça arrive très souvent, effectivement. Mais vraiment, l'exemple que tu donnes, c'est hyper représentatif. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses, d'entrepreneurs qui sont dans ce cas de figure de raconter effectivement leur parcours hein, de A à Z, avec toutes les expériences professionnelles qu'ils ont pu avoir. Mais non, posez-vous la question de chaque élément de votre récit, est-ce qu'il trouve un écho dans
les besoins de votre cible. Là, l'exemple que tu donnes, il est super parce que d'un côté, on a une expérience professionnelle qui fait absolument pas sens par rapport à l'activité qui est développée. Par contre, derrière, parler des origines, de la grand-mère, de la transmission d'éventuelles recettes ou onguents, ça peut complètement servir le background de la marque et la proposition de valeur de la marque. Donc là, ça fait sens. Quand vous avez vos deux colonnes, hein, d'un côté l'objectif qu'on veut atteindre et de l'autre des besoins de la cible, bah, l'objectif qu'on veut atteindre, c'est développer une marque à laquelle les gens adhèrent. On voit les besoins de la cible, bah, c'est pas être sceptique et comprendre d'où vient le produit. Ah ok, on comprend d'où vient le produit parce que là, on a l'origine du produit, on a le moment du déclic. Et ça fait complètement sens et c'est vraiment très important. Mais ouais, c'est vraiment des situations dont il faut s'extraire. Il faut comprendre vraiment de dire, ouais, non, mais là, je vais peut-être pas raconter tous les détails de mon CV, que je parle 40 langues alors que mon business n'a rien à voir. Enfin bon, c'est vraiment C'est des éléments marrants qu'on peut voir. C'est marrant comment vous en parlez tous les deux, et là avec l'exemple en plus, mais c'est vrai il y a souvent ce côté, c'est des gens qui ont du mal en effet à se dévoiler, ça c'est une première partie, mais c'est quand même souvent le côté, ils ont une tendance à présenter que le positif, je trouve, et prendre le reste, savoir, bah, dans le cadre de la personne que tu as accompagnée, Julita, quelque chose qui peut être pris pour elle comme une situation de faiblesse peut-être, alors que c'est des fois là-dedans qui vont aller puiser ce qui va vraiment leur permettre finalement bah, de se mettre à la bonne position. C'est que comme, et là je reboucle avec ce qu'on disait au tout début, comme les gens ont tendance à vouloir souvent se mettre à la posture du héros et qu'ils ont une conception du héros bah, qui doit avoir une certaine stature, bah, déjà ils se mettent dans la mauvaise posture, mais en plus ils oublient ce côté hyper important sans évidemment se mettre dans un rôle trop larmoyant, mais c'est que les éléments où tu vas admettre ce qui peut paraître être de la faiblesse, c'est hyper important. Je lisais, je reprends l'exemple de Joseph Campbell, qui théorisait beaucoup sur la posture en fait du héros, parce que c'est tout le cœur de son sujet, mais du coup également la posture du mentor. Et il disait en fait que le mentor, c'est souvent quelqu'un qui a suivi le même chemin que le héros, mais qui s'est arrêté à un stade différent. Et en fait, le héros, quelque part, il possède une mission. C'est au-delà du fait d'aller plus loin, d'être plus fort, d'être meilleur, mais c'est qu'il va suivre ce chemin différent et c'est juste que le mentor, à un moment donné, il lui donne des armes, mais il a l'humilité d'admettre que le héros, c'est que tout seul qui pourra aller au bout de sa quête. C'est pour ça que souvent, alors ça c'est ce qu'on espère qu'il n'arrive pas dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, mais souvent le mentor, dans les grandes sagas, il lui arrive de mourir pour qu'à un moment donné, il y ait ce côté, le héros, il est entièrement seul. Il a plus cette source, et là, il doit se débrouiller tout seul. Et c'est des éléments, bah, justement, dans la conception narrative qui sont extrêmement importants. Donc voilà, c'était, je trouvais Mais intéressant le côté admettre sans souhaiter ces la choses-là. mort de qui que ce soit, souvent, moi je l'ai vécu, je ne sais pas vous, mais je me suis fait accompagner par des mentors business, dev perso, et cetera, jusqu'à ce que je comprenne que pour aller ce stade plus loin, il faut que je me décide, faire un bout de chemin toute seule. Ouais, complètement. C'est un peu comme, voilà, je laisse mourir mes mentors et j'avais besoin, même si dans le dev perso, on dit: «Non, mais il faut toujours être accompagné» et puis c'est oui, le coach, il est important, mais il y a des périodes où tu dois rester dans ta bulle, même si c'est pour faire des erreurs, même si c'est pour se planter, mais pour, construire quelque part sa propre histoire, sa propre marque. Ouais, complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et même de l'autre point de vue, du point de vue du mentor ou de l'entrepreneur, en fait, je vais lancer un peu cette idée comme ça, mais à la fin, je pense qu'on œuvre tous en tant qu'entrepreneur à notre propre mort symbolique. Parce que notre Mhm. objectif, c'est quoi? C'est de donner au client une solution qui va le rendre autonome, meilleur dans son quotidien, qui va l'aider à se transformer. Alors évidemment, on peut toujours imaginer une solution pour l'après, hein, quand il est à un autre stade et à un autre stade et à un autre stade. Mais l'objectif quand même, quand on est entrepreneur, c'est de trouver une solution qui permette de rendre les gens au top de là où ils doivent être et qui leur permet aussi de se libérer de nous-mêmes. Donc, Mmh. c'est finalement ce sur quoi on travaille et c'est l'objectif de n'importe quel mentor éthique et puis morale. Et puis je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est que je pense aussi que toute personne a besoin à un moment donné de faire aussi son propre chemin
seul, d'être sur le terrain seul et d'affronter seul, ou en tout cas au moins bien doté d'une arme magique qu'on lui aura confiée, avec laquelle on l'aura aidé à s'entraîner et qu'il pourra pleinement maîtriser. Alors, je fais aussi la comparaison avec le sport, parce que tout sportif de haut niveau a son coach. Alors moi personnellement, le sport qui me passionne le plus, c'est le tennis et j'aime beaucoup le comparer bienvenue, Bienvenue, Trop bien, donc bienvenue. On coucou adore le tennis. à Wimbledon qui se joue en complètement. ce moment. Exactement. Mais c'est une bon exemple pour dire que oui, on a des coachs, on a des préparateurs physiques, mental, ce que vous voulez, des préparateurs mentaux. Heu, mais une fois sur le terrain, le match, le joueur, il est seul et là, il faut qu'il applique ce qu'il a appris, qu'il trouve ses propres solutions, qu'il gère son physique, qu'il gère ses démons qui vont surgir parce que le terrain de tennis, c'est le meilleur terrain pour faire du dev perso sur soi. Heu et et c'est pour, faire un clin d'œil que oui, on peut avoir des coachs et oui, au final, on doit bosser tout seul. C'est dingue l'exemple que tu donnes. Moi, je trouve ça fascinant. Je pense qu'on reconnaît un domaine qui a un haut potentiel narratif à la capacité qu'il a à illustrer plein de situations dans des domaines qui n'ont rien à voir. Là, donc, tu prends le tennis, tu parles donc du développement personnel en disant que c'est une très belle représentation. Mais en vérité, je suis persuadé que le tennis, moi, je ne suis pas du tout un joueur de tennis, mais j'adore regarder des matchs de tennis. Je trouve il se passe quelque chose lorsque le match est bon, évidemment, hein, il se passe quelque chose qui est vraiment d'un très très haut niveau narratif. Comme tu dis, le joueur s'est préparé, il a été entraîné, donc ça veut dire que c'est un héros qui a un problème, il doit remporter un tournoi, il rencontre un mentor, son coach, et ce coach va lui donner une arme magique, c'est-à-dire un plan de jeu, un entraînement, une préparation mentale. Et après, le joueur, ben, il va devoir affronter d'un côté, éviter l'échec, et de l'autre, essayer de triompher. Et pour ça, il est seul. Il est seul face à son ennemi, en tout cas sur le moment, à son adversaire. Il va devoir rentrer dans une bataille. Et c'est hyper représentatif de plein d'enjeux très narratifs. Amusez-vous souvent à trouver des domaines comme ça qui sont des domaines, c'est comme la haute gastronomie ou des éléments qui sont assez fascinants. Posez-vous la question pourquoi ils fascinent autant de gens, pourquoi il y a autant de gens qui sont fascinés par ce domaine-là, parce qu'ils comportent en eux-mêmes des leviers et des dispositifs très dramatiques, très narratifs, où on a des enjeux très forts qui sont marqués, on a une pression naturelle qui est mise, et on se dit, waouh, c'est top. Et pour finir sur cette micro-parenthèse, le storytelling, c'est aussi la capacité à aller chercher beaucoup d'analogies, d'images, de représentations, de métaphores qui vont illustrer notre propos. Et pour toutes celles et ceux qui ont parfois du mal à se dire ouais, mais raconter mon histoire, je suis peut-être pas encore prêt. Ça peut arriver, malgré tous les conseils qu'on essaye de donner là, on peut se dire ouais, mais je suis pas encore prêt. Mais dites-vous que ça vous empêche pas de faire du storytelling. Utilisez des analogies, utilisez des métaphores, faites des comparaisons, représentez des choses dans votre discours, que ce soit à travers des posts, à travers des prises de parole. Vraiment représentez visuellement, parce que c'est ça la narration, représentez visuellement pour votre audience une théorie que vous avez envie d'exprimer. Prenez des exemples concrets, plongez les gens dans un dispositif émotionnel. Et c'est ça qui va réellement impliquer une audience et réellement captiver une audience. C'est la capacité qu'on a à aller chercher des images, comme là, on parle de tennis pour illustrer un dispositif qui, a priori, dans l'imaginaire collectif, n'a rien à voir, mais en fait, ça a complètement à voir. On peut faire des ponts entre des domaines qui n'ont rien à voir, et c'est ça aussi la narration. Est-ce que vous avez un canal, un support, un médium préféré que vous allez, privilégier? Vidéo, audio, texte, C'est une bonne question. Moi, je pense que ça dépend beaucoup de l'objectif, de l'humeur et de ce qu'on veut atteindre comme le engagement. vôtre ou celui de client? Le nôtre, en tout cas, pour ce qu'on a à exprimer. Mais tu vois, par exemple, moi, je sais que j'aime bien la vidéo, mais il y a des moments, je vais préférer l'écrit. Et ça va beaucoup varier là-dessus.
Aujourd'hui, dans notre prise de parole, on est beaucoup plus, on se sent beaucoup plus à l'aise sur Instagram, parce qu'on aime bien l'audience qu'il y a sur Instagram, on aime bien produire le contenu sur Instagram. LinkedIn, ça peut être des moments où, comme il y a beaucoup de démonstrations dans les communautés de LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui veulent montrer leur expertise, ça peut être plus laborieux de prendre la parole, d'aller commenter, d'interagir. Donc, on va préférer le côté bon enfant d'Instagram. Mais ça peut varier du tout au tout. Et Vous êtes moi, sur je sais. YouTube ou pas? Alors, pas du tout, mais ça, c'est un domaine qu'on aimerait bien explorer. C'est drôle Pourquoi pour les pas cinéphiles. Bah ouais, ouais, parce que peut-être. Alors, ça, c'est une vraie question qu'on s'est posée à un moment donné. Est-ce que c'est parce que justement, comme on aime bien regarder des films, etc., on se met trop la pression sur la vidéo qu'on Euh, devrait faire, hein. C'est peut-être une raison. Mais c'est vrai que YouTube, c'est un canal. D'ailleurs, très honnêtement, si aujourd'hui il y a des gens qui ne savent pas sur quelle plateforme aller, je pense que sur le long terme, YouTube sera beaucoup plus payant que les autres réseaux sociaux en termes de retour sur investissement, j'entends, hein. Je pense que créer une vidéo YouTube aujourd'hui, sur les 4, 5, 6 prochaines années, c'est beaucoup plus bénéfique que de passer énormément de temps à produire du contenu pour les réseaux. Parce que YouTube, c'est cette espèce d'énorme bibliothèque de données dans laquelle les gens vont, viennent, et une vidéo que vous publiez à un temps T, 3 ans plus tard, elle peut continuer de vous rapporter des vues, une audience, des prospects. Donc ça, c'est la petite partie stratégique. Nicolas, Mais ça te fait envie d'aller sur YouTube? Bonne question. Bah, je pense que c'est un peu pour les mêmes raisons qu'Antoine. Je pense que c'est un format où on peut un peu plus, on peut peut-être un peu plus s'épanouir parce que nous, on a toujours préféré donc bah, un format, tu vois, comme on est en train de faire avec toi aujourd'hui, où on est quand même, on a un petit peu plus de liberté de ton et de temps hein, aussi. C'est des formats que nous on préfère, mais bah, déjà parce que à la fin, nous, on a fait le choix avec Antoine d'être vraiment sur un format à deux chez Vendez votre histoire, donc il y a une réalité qui est la réalité de on ne va pas s'éparpiller sur toutes les plateformes. Donc on a fait pas mal de tests à part YouTube. Ces tests ont plus ou moins rapporté. Ça nous a permis de concentrer notre énergie quelque part. Si aujourd'hui il n'y avait pas cette question du temps, je pense que j'adorerais qu'on se pose et qu'on essaye de concevoir en effet un format type podcast pour pouvoir échanger. Mais c'est vrai que des fois, ça c'est mon petit enfant intérieur, j'ai aussi l'envie de développer des réseaux pour avoir une approche bah, 100% cinéma. Donc des fois, bah, faut savoir faire la part des choses par rapport à tout ça et par rapport à cette réalité. Donc pour l'instant, on a ce format où nous, on se développe essentiellement sur Insta et LinkedIn, comme tu l'as dit. Ça nous permet aussi d'accompagner nos clients qui sont eux-mêmes plus en recherche sur ces plateformes. Donc c'est aujourd'hui l'histoire qui fait le plus sens pour nous. Et donc, vos clients restent sur des réseaux sociaux? Ouais, oui, essentiellement Insta et LinkedIn. Il y a pas mal de personnes qui testent aussi TikTok, mais ça me permettra de donner un conseil annexe. Ne vous éparpillez pas sur les réseaux. Oui. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, quasiment à chaque fois que j'ai un nouveau prospect ou un client futur au téléphone, c'est vraiment ah oui, j'ai ouvert Insta, j'ai ouvert Facebook, j'ai testé TikTok, j'ai aussi LinkedIn, mais aussi Pinterest. Et en fait, à la fin, le truc de s'éparpiller, bah, on en revient à ce que tu disais Antoine tout à l'heure avec le côté c'est quoi mon objectif? Bah, en fait, en s'éparpillant, c'est comme si on fragmentait un seul objectif et on lui faisait perdre de la puissance derrière parce Mm. que bah, tu vas un petit peu tester cette plateforme, un peu celle-ci, donc déjà tes résultats ils vont être divisés et toi-même tu ne seras pas investi dans toutes les choses qu'il y a à faire vraiment à 100% sur la plateforme parce que les plateformes, l'erreur qu'on a commise aussi hein, au tout début de notre côté, c'est vraiment d'arriver sur une plateforme, de poster son truc, parce qu'on va appeler ça un truc à ce stade, de poster son truc et de partir. Ça, Ouais. c'est vraiment la pire erreur à faire. Et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, quand on n'est pas une structure qui va avoir plusieurs salariés ou en tout cas une équipe pour s'en occuper, c'est hyper important de se concentrer sur un réseau, de se concentrer sur ses codes, sur le contenu qu'on propose et sur toutes les actions annexes qu'on va pouvoir Mm. faire derrière pour pouvoir bah, soit aller faire grandir sa communauté, soit pour aller directement solliciter son audience et aller chercher des opportunités de vente. Et c'est ça qui ouais, est pour cette raison qu'il ne faut pas s'éparpiller. il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, et ça, faut le remettre. Ce conseil, il était valable il y a déjà 5-6 ans, mais il est encore plus valable aujourd'hui parce que il faut avoir conscience qu'on est en concurrence quand on prend la parole aujourd'hui avec des créateurs de contenu, des entreprises qui vont directement utiliser l'intelligence artificielle. Donc, il y a une surproduction Mm. de messages, d'informations. Il y a une surproduction de textes, de vidéos. Et en fait,
déjà, ça sert à rien de lutter parce que de base, vous serez perdant, hein. Il y a des gens qui ont démarré avant vous et qui vont en plus matraquer encore plus de contenu. Déjà, ça sert à rien, mais ça, c'est notre intuition et c'est ce qu'on voit pour nos clients et pour nous-mêmes. Vous n'avez aucun intérêt à lutter. Vous avez plutôt intérêt à vous concentrer sur un canal que vous maîtrisez pleinement, comme le dit Nico, sur lequel vous allez pouvoir vraiment comprendre les codes de la plateforme, comme tu l'expliquais, pour non pas essayer de faire du bruit, mais au contraire d'être un signal, un seul signal bien audible qu'on peut entendre, qu'on peut percevoir, travailler sa voix, son ton, son histoire. Et c'est ça qui va, à terme, on en est persuadé, et c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui pour les clients qu'on accompagne, démarquer un créateur de contenu, une entreprise, d'autres qui, eux, vont publier une fois par jour, si ce n'est 3 fois par jour, 5 fois par jour, matraquer, 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 et se perdre dans une surproduction. Je pense aussi, et ça c'est plus, on va plus parler en termes d'intuition là encore, je pense aussi que sur les prochains mois, les prochaines années, l'audience sera en recherche de signaux beaucoup plus clairs, se dirigera vers les créateurs de contenu et les personnes qui prennent la parole de manière encore une fois claire, mais plus mesurée, c'est-à-dire avec des contenus plus travaillés, des contenus plus longs, plus experts, qui positionnent bien la personne, et avec une histoire pleinement audible et une histoire qu'on ne peut pas répliquer. C'est-à-dire, ce n'est pas les émotions générées automatiquement par une intelligence artificielle, ce n'est pas ChatGPT qui a fait le script, c'est vraiment de l'empathie, c'est de l'expertise, de l'autorité et un récit qui est basé sur des émotions purement humaines. On ne pourra Mm. pas enlever à l'humain sa capacité à raconter des histoires qui touchent au cœur. Et c'est ce qui, je pense, fera la différence sur les prochaines années. Donc, au final, on revient au fondement du storytelling, c'est que l'histoire, elle est unique, elle est originale, elle est singulière et elle est assumée. Complètement. Complètement. Et puis, elle est structurée. Et si on s'appuie sur ces éléments-là, euh, moi, ce qui me fait peur, parce que, enfin, ce qui me fait peur pour les gens, parce que, effectivement, il peut y avoir cette angoisse de se dire, ouais, mais j'ai pas l'imagination suffisante ou j'ai peur de mentir. Je pense qu'on n'a pas abordé forcément Ah ce oui, c'est truc-là, vrai. qui est de dire, si je fais du storytelling, je vais J'ai mentir. peur de manipuler, de J'ai mentir. peur de manipuler, j'ai peur de travestir la réalité. Mais non. C'est une phrase dans Spider-Man. Il y a l'oncle de Peter Parker qui dit à Spider-Man, tu sais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ne vous défilez pas devant vos responsabilités. Évidemment, avec le storytelling, on peut mentir. Mais Et j'ai très envie de bien. dire, Et très bien. mais j'ai envie de dire, avec une arme, on peut soit tuer, soit protéger. C'est exactement pareil avec le pouvoir des histoires. C'est à chacun de savoir qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi on le raconte, qu'est-ce qui fait sens. Il n'y a aucune règle qui dit raconter une histoire, c'est mentir à son audience. Non, raconter une histoire, c'est passer un pacte avec son audience. C'est lui dire, OK, je vais être clair, je ne vais pas t'ennuyer et je vais te permettre de croire à ce que je raconte. Je vais C'est ça, t'inspirer. c'est de t'inspirer, de te faire grandir, de te délivrer une morale qui t'aide. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans le pacte qu'on passe avec son audience. On est là, encore une fois, pour partager un récit qui va faire sens pour l'audience. Et il n'y a rien qui justifie de tromper, de dissimuler, de travestir la réalité. Non, juste on raconte un récit qui fait sens, qui est clair, qui est engageant, qui est stimulant. Et c'est ce qui fait le cœur du storytelling. N'ayez pas peur et ne vous bloquez pas Ce que tu là-dessus. me dis, ça m'évoque l'école. C'est-à-dire que on peut avoir un prof qui va nous donner des faits, des théories, d'une manière très honnête, mais tellement honnête que c'est chiant. Et puis on a un autre qui va ajouter un grain de folie, qui va peut-être raconter l'histoire d'un roi qui s'est passé pas exactement comme ça, mais c'est cette manière captivante qui va peut-être inspirer des élèves à aller explorer quelque chose, d'aller plus loin, et l'autre qui va juste faire des exercices par obligation.
Mais c'est Ah, mais exactement ça, parce qu'à un moment exactement. donné, il y a une personne qui a un discours qui t'offre une capacité de projection qui est différente. L'exemple que je donne très souvent pour vraiment illustrer le pouvoir du storytelling, ça ressemble un petit peu au tien, mais c'est vraiment axé sur la vente. C'est, tu as deux manières de vendre une machine à laver. Soit tu la vends avec ta petite pancarte du téléachat, tes petits codes promo, et tu dis, ah voilà, ça c'est ma nouvelle machine à laver. Elle est super rapide, elle est super silencieuse, elle est programmable, elle peut laver le blanc, le noir, elle peut tout faire. Donc ça, c'est la manière qu'on va dire de manière un peu mesquine avec laquelle on devait vendre dans les années 90, voire 80. Aujourd'hui, parce qu'il y a plus de concurrence et que les gens sont habitués à ça, il faut vendre différemment. Et il y a un spot publicitaire de Samsung, si je dis pas de bêtises, qui en fait commence en mettant en scène un mari et sa femme qui sont en train de préparer à manger, tout sourire. Tu vois un ado qui est en train de faire ses devoirs sur la table et tu vois deux enfants plus petits pour le coup qui sont en train de courir et de s'amuser. Et en fond de ce portrait, en fait, c'est comme au cinéma, ça recule, ça recule, ça recule, et là tu comprends en voyant tout ce portrait qu'au milieu, il y avait quoi? Il y avait une machine à laver qui était en train de tourner. Et ça s'arrête là-dessus. Il n'y a pas de Mm. caractéristiques, il n'y a pas de présentation autre, parce que tu comprends qu'elle est silencieuse, qu'elle est programmable et qu'elle est jolie parce qu'elle se fond dans le décor. Et là, hop là, petit logo Samsung et c'est fini. Et c'est ça qui est extrêmement puissant finalement dans le storytelling, c'est cette capacité de projection que ça permet d'avoir parce que bah, tu vois dès le début les héros, à savoir les personnes à qui on vend, a priori se marier cette femme. Tu vois tous les éléments que ça va permettre d'apporter, tu vois les Tu crées des différentes émotions contraintes. Exactement, c'est que des parce émotions, que c'est les famille, parce que contraintes. partage, parce que Exactement, bonheur. Qui sont exactement. autant Et de bénéfices et d'enjeux, comme on disait, hein, on a l'objectif de la marque, mais on a tous les bénéfices et les enjeux de la cible, donc on est en plein dedans. Et on a vraiment tout ce spot qui montre le héros qui a un problème, le problème modéré, mais c'est le problème, c'est la vie de tous les jours, le fait de s'occuper de tout le monde et de soi. Il rencontre quelque part un mentor, hein, c'est sous forme de machine à laver, mais c'est un mentor tout de même, qui a ses spécificités, la fameuse arme magique, et ça lui permet d'éviter l'échec, à savoir avoir une machine à laver qui, quand elle tourne, elle fait un bruit pas possible et elle casse tout, et de rencontrer le succès, à savoir avoir une vie de famille accomplie. Et on Ouais, arrive à te faire passer ça comme idée, comme émotion dans un simple spot qui te vend une machine à laver quand même. La machine à Ouais. laver, ça te permet d'avoir quoi? Une bonne vie de famille. exactement. On va regarder différemment les publicités désormais. On va penser à Nicolas. Les garçons, est-ce que vous aurez un mot de la fin pour, cet épisode autour du storytelling? Tu nous offres deux du coup, un chacun? Un chacun. Ah, c'est trop bien. Bah écoute, Antoine, je sens que le tien va être encore plus puissant. T'as toujours ce petit truc, je trouve, j'ai envie de te laisser le mot de Bon. la fin. Ça va te mettre un petit peu la pression, je suis désolé, Du coup, c'est pas très gentil de ma ton, part. ton mot de la fin, c'est de me laisser le mot de la fin, c'est ça? Non, 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 je vais dire, je vais juste raconter parce que je trouve ça assez précieux en termes de posture parce qu'en effet, il y a le côté comment le storytelling te permet de communiquer, mais il y a aussi ce que ça t'apporte à toi directement. Comme je disais, donc moi, je m'occupe aujourd'hui de la partie prospection chez Vendez Votre Histoire, mais il faut savoir que bah, de base, c'est pas du tout mon cœur de métier. Bah, c'est juste qu'à un moment donné, comme toute personne qui lance son entreprise, bah, on se regarde et on se dit, bah, qui c'est qui s'y colle? Antoine, il avait déjà en charge toute la partie marketing, donc bah, j'étais un peu là, bah, je vais Ça tenter. l'arrangeait bien. Complètement. et et c'était horrible. Ça, c'était vraiment horrible. Tous les appels, moi, j'appréhendais énormément, boule au ventre, main moite. Mais vraiment, c'était horrible, hein. Là, je le dis un peu avec le sourire, mais il faut vraiment s'imaginer que c'est ça. Je me sentais pas bien. On a Je pense envisagé, que on a fait beaucoup des de gens tests. se reconnaîtront. Mm. Hmm. Et bah, peut-être du coup que ça va leur donner la clé pour sortir de ça. Enfin, on est arrivé à un stade où Antoine dit me regarder, je n'osais pas trop lui dire, mais il m'a dit bah écoute, on va chercher quelqu'un d'autre. On a fait des tests, ça a été catastrophique. Mais ça, c'est une autre histoire. Très drôle, mais c'est une autre histoire. Et à un moment donné, on a une discussion. Je vais donner la clé de cette discussion après. Je vais juste dire que dès le lendemain, je prends le téléphone et là, je sais pas pourquoi, mais je suis totalement différent et l'appel se déroule parfaitement bien. Je me sens bien, je dis ce qu'il y a à dire. Je ne sais plus si j'avais directement closé cette personne, hein, on va pas non plus voilà, trop embellir la situation. En tout cas, ça s'est extrêmement bien passé. Et en fait, ce que ça m'a apporté et ce qui a été débloqué, c'est vraiment au niveau de ma posture. C'est qu'avant, j'abordais les appels dans la dynamique du vendeur et quelque part du héros.
Je devais arriver, je devais être là pour vendre, je devais être là pour présenter, je devais être là finalement pour voilà, m'imposer, on va dire très exactement. Et le storytelling, comme on l'a dit depuis le début, c'est quoi? Bah, c'est déjà de comprendre sa posture. Et sa posture, c'est celle du mentor. Et maintenant que j'aborde vraiment les appels dans cette posture de mentor, bah, je suis beaucoup plus dans un habit de conseiller, un habit où j'écoute la personne en face et où je suis là pour l'accompagner et pour lui présenter la solution, si la solution est adaptée à sa problématique. Et juste ce changement de paradigme au niveau de ma posture, ça m'a énormément libéré au niveau des freins que pouvait me poser la vente. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, je suis le meilleur commercial du monde? Absolument pas. C'est même pas le sujet. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis capable de faire ce qu'on a besoin pour nous au téléphone, à savoir accompagner la personne dans son processus et dans sa prise de décision. Et Voilà, je mon mot de la souligne fin sur la l'art de posture. storytelling parce qu'il nous a raconté ça avec un petit C'est très beau, hein. rebondissement. Merci beaucoup, Nicolas. Ah, c'est un métier, hein. Bravo, Nico. Je vais Merci. essayer de faire un mot de la fin, mais aussi en racontant une petite histoire plus personnelle qui, je l'espère, illustrera pleinement la puissance du storytelling. On s'est présenté au début, mais je ne vous ai pas raconté d'où je venais complètement. Moi, j'ai grandi au fond de la forêt landaise. Mes parents avaient un lieu d'accueil où ils accueillaient des enfants en difficulté sociale et familiale, donc en plein cœur des bois. Et parmi ces enfants, j'ai donc évolué et j'ai toujours été passionné de cinéma et j'ai commencé à faire des films avec ces enfants-là. On a tourné des petits courts-métrages. L'été, on organisait vraiment, on écrivait un scénario et le scénario, il était un peu fantastique et on mettait en scène des personnages qui étaient directement liés à l'histoire de ces enfants. Et parmi ces enfants, il y avait une petite fille, je vais changer son prénom, on va l'appeler Lily. Et Lily, elle n'était pas bonne à l'école, elle retenait jamais ses leçons. Ses profs disaient c'était un peu dur, mais qu'elle était capable de rien, quoi, hein, qu'elle n'arrivait pas à avancer, elle avait des très mauvaises notes. Et Lily, on a dit, bon, ben, ok, on va quand même écrire un rôle pour elle et on va pas lui donner n'importe quel rôle dans notre prochain film. On va lui donner le rôle de la leaduse, de la chef. C'est celle qui allait mener un petit peu tout ça. C'est un peu un pari, hein, parce que bon, c'était pas sûr qu'elle y arrive. Donc elle se retrouvait avec beaucoup de dialogues à apprendre. Et Lily, elle a appris tous ses dialogues par cœur. Mais elle n'a pas appris que ses dialogues à elle. Elle a appris tous les dialogues du scénario. Elle connaissait le scénario par cœur. Pour une gamine dont on disait qu'elle avait aucune mémoire, qu'elle était très mauvaise à l'école, etc. Pour une gamine qui, au quotidien, tenait un peu toujours la tête dans les épaules, qui était un peu timide, un peu réservée. Et là, elle s'est emparée du rôle qu'on avait écrit pour elle. Elle a commencé à devenir la chef du groupe d'enfants. Elle donnait des instructions, elle protégeait les plus faibles, elle s'opposait aux plus forts. Elle était vraiment dans son personnage. On a vu Lily se transformer du jour au lendemain. C'était quelqu'un d'autre. La morale qu'on en tire aujourd'hui, c'est que oui, les histoires, elles peuvent changer des vies. Elles peuvent réellement impacter durablement des existences. Et si les histoires, elles peuvent changer des vies, elles peuvent changer le monde. Donc pourquoi elles ne changeraient pas votre entreprise? C'est le pouvoir du storytelling. C'était un mot de la fin et un énorme merci pour tous vos partages, pour tous les clés, pour votre bonne humeur, pour votre savoir. C'était juste magique. Euh, et j'ai envie de vous dire, vendez votre histoire beaucoup plus souvent pour impacter, comme Antoine vient de le démontrer, la vie des gens. Merci à toi de nous avoir invités. C'était un plaisir Ouais. de partager tout cela. Merci beaucoup.